question, parce que c'est vrai que moi, je discute avec des Russes et que de plus en plus, avant, il y avait une sympathie pour les Français, mais c'est en train de changer. Les Russes sont en train de moins en moins aimer les Français quand même à cause du comportement. Écoutez, moi je le ressens pas parce que les Russes aiment bien les étrangers. C'est un pays très accueillant et au contraire, ce qu'ils disent, mais quand ils entendent parler français, ils disent mais vous êtes encore là? Pourquoi vous n'êtes pas parti, etc. Ils sont très curieux de savoir pourquoi on est encore là. Et puis moi, je suis quand même je passe dans les talk-shows de Solovyov notamment. Là, c'était d'ailleurs la chaîne de Solovyov Live où je passais. Et donc, en fait, je suis assez connu en Russie. Donc, les gens me reconnaissent assez souvent et ils m'apprécient. Et je pense que, évidemment, si vous voulez, le régime d'Emmanuel Macron livre des armes qui tuent des enfants, des soldats russes, des maris, des fils. Donc, effectivement, ils en veulent au régime et je pense qu'ils font vraiment la différence, comme Vladimir Poutine d'ailleurs, entre le régime et le peuple. Et je pense qu'ils ont conscience, notamment les élites russes ont conscience que la France est un pays occupé. Voilà. Donc voilà, on attend la libération. Et j'espère, c'est ce que je viens de dire d'ailleurs. Pourquoi est-ce que Macron a peur? Parce que une défaite militaire peut aboutir à un bouleversement politique. On l'a vu en 1870 avec Napoléon III, on l'a vu en 1905 avec la défaite de la Russie contre le Japon, on l'a vu bien sûr en 1917 avec la défaite contre l'Allemagne. On l'a vu en Allemagne en 1900. Vous avez dit que la défaite contre le Japon, non, ils ont perdu contre les Japonais? En 1905, oui. Ah d'accord, ok. En 1905, il y a eu c'est un conflit périphérique. Hein, les Russes avaient peu de forces en Extrême-Orient et ça a été la prise de Port-Arthur notamment. Et donc il y a eu un traité, le traité de Portsmouth. C'était une fois de plus, c'était les Américains qui mettaient l'huile sur le feu en fait. C'est eux qui ont poussé le Japon, alors que la Russie avait de bonnes relations avec le Japon. Ils avaient un accord notamment tout à fait honorable sur les îles Kouriles à l'époque. Et le Japon a rompu cette bonne entente. Et le traité de Portsmouth a abouti à la prise de la moitié de l'île de Sakhaline. Mais pas pour longtemps, puisque les Russes ont mis une raclée aux Japonais au début et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, non seulement ils ont repris la totalité de l'île de Sakhaline, mais également la totalité des îles Kouriles. D'accord, ok. Voilà. C'est jamais une bonne idée d'attaquer la Russie, ça finit tôt ou tard par se retourner contre soi. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est, quand on compare avec la diplomatie notamment, c'est que les Russes sont respectés parce qu'ils ont le respect de la parole et des accords. C'est absolument plus le cas des Occidentaux. Enfin, si ça n'a jamais été le cas des Occidentaux, parce que là, honnêtement, moi, je comprends. Écoutez, la France, dans son alliance avec la Russie, notamment avant la Première Guerre mondiale, a été parfaitement loyale. D'accord. Et donc, notamment, d'ailleurs, en fait, il y avait un journaliste qui s'appelait Fabrelus, qui avait fait cette analyse assez juste. Il a dit l'Allemagne et l'Autriche ont rendu la guerre possible, la Russie l'a rendue inévitable. Et quand la Russie est entrée en guerre, les Français n'étaient même pas au courant. Ils étaient allés à Saint-Pétersbourg et ils étaient dans le bateau, la délégation française en train de rentrer. Et à ce moment-là, la Russie a refusé de se soumettre à l'exigence de Berlin. Et c'est comme ça que ça a déclenché, que la Première Guerre mondiale s'est déclenchée. Et la France est rentrée en guerre. Tout à fait loyalement vis-à-vis de son alliance avec la Russie. Elle a même essayé de soutenir le régime en place en envoyant des troupes à Odessa contre les bolcheviks. Bon, ça n'a servi à rien. Parce que franchement, quand on compare aujourd'hui, moi je comprends que les Africains se tournent vers les Russes parce que, je veux dire, quand on compare la mentalité mais de gens qui se prétendent antiracistes et anticolonialistes, mais qui pratiquent un racisme et un colonialisme. Ah, mais c'est tout simplement incroyable. Mais d'ailleurs, c'est pas que les Russes, en fait. Les Russes prennent pas la place. Les Russes prennent une place vacante. C'est parce que on se comporte mal. En plus, on n'a plus grand-chose à apporter parce que nous sommes un pays pauvre. Et puis, il n'y a pas que la France qui se fait foutre dehors.
Les Américains se font mettre dehors, les forces américaines viennent se faire mettre dehors du Niger. Ils voulaient aller s'installer au Ghana, le Ghana a dit non. Ils sont en train de maintenant aller voir en Côte d'Ivoire si les Ivoiriens veulent bien d'eux. Donc c'est tout l'hégémon occidental qui est en train de se faire mettre dehors d'Afrique. Les Anglais, les Américains, les Français. Et c'est pas que les Russes les Russes sont même pas dans les 10 premiers investisseurs en Afrique. Ceux qui nous mettent vraiment dehors, c'est les Chinois, les Turcs, les Émiratis, etc. Donc c'est pas la faute des Russes, c'est notre faute à nous parce qu'on se comporte mal. Voilà. Mais c'est aussi le niveau de la diplomatie qui est totalement ridicule et malsain, quoi. Vous avez vu ce que Lavrov dit de son rapport avec, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères, là, ou je ne sais plus quel représentant français est allé voir Lavrov pour lui dire, voilà, on a de mauvaises relations, ça ne va pas s'arranger, mais vous êtes en bonne position en Afrique alors que nous, non, est-ce que vous pouvez nous aider? Et Lavrov, il a dit, mais ils sont aussi débiles que ça de croire que je vais les aider alors qu'ils nous disent qu'ils vont mal se comporter avec nous, quoi. Comment c'est possible d'avoir une diplomatie aussi basse? C'est lui qui le dit, hein, c'est Lavrov. Non, mais de toute manière, si vous voulez, ce qui a ruiné notre diplomatie, le dernier événement qui fait que la Russie ne nous prend plus au sérieux, c'est le fait que Macron ait publié un entretien téléphonique secret avec Vladimir Poutine en juin 2022. Donc maintenant, c'est terminé. C'est terminé. C'est scandaleux. Hein. Tant que Macron sera là, nous ne serons plus pris au sérieux. Nous ne serons plus pris au sérieux. Et d'ailleurs, ça a choqué non seulement en Russie, mais ça a choqué en Chine, ça a choqué partout. Plus personne ne veut parler à Macron au téléphone. Et puis la manière de tutoyer Poutine et de lui dire qu'il ne sait pas comment il interprète les lois, alors que lui ne comprend pas les lois et qu'il dit n'importe quoi. Il n'a même pas lu les accords de Minsk. Il n'a même pas lu les accords de Minsk. Et puis vous regardez Angela Merkel et François Hollande qui disent qu'ils ont triché, menti. Je veux dire, comment vous voulez être respecté après ça? Et puis, c'est pas que les Français. Regardez Blinken en Chine récemment. Ah oui. Mais comment on peut en arriver là, quoi? À un moment donné, moi, je me demande s'il n'y a pas un problème de pathologie. Je pense qu'il y a une arrogance comment dirais-je, c'est un peu une fin de régime global. C'est-à-dire c'est la fin de l'hégémon. Et donc, on n'a plus les moyens de notre politique. Et pourtant, la seule chose qu'on a conservée, c'est l'arrogance. On n'a plus d'armée. On n'a plus d'économie, mais en revanche, on a cette arrogance bourgeoise de ce que j'ai défini comme la gauche bourgeoise, qui est très caractéristique des Lumières, hein, d'ailleurs, de cette espèce d'idée qu'on va pouvoir faire la leçon au monde, leur dire ce qu'il faut faire et pas faire, déclencher la guerre contre eux, faire la guerre à notre propre peuple, les élites qui font une guerre à leur propre peuple. Voilà, on est au bout de ça, incontestablement. Alors, je reviens à notre histoire de chronologie et de bon flic, mauvais flic. Je vais continuer à faire le russe frustré de la mollesse de Poutine, même si vous n'êtes pas d'accord, mais ça va faire un contraste. Non, attendez, Poutine est un modéré. Quand on le compare aux communistes ou aux nationalistes, évidemment que c'est un modéré. Voilà, parce que moi, si vous voulez, si on reprend la chronologie, on en était à Poutine qui vire les oligarques et qui est en train de mettre en place quelque chose pour freiner la décadence. Bon, c'est ça. Donc, il met les choses en place, mais on arrive très vite à la Libye, et où Medvedev est président et Poutine Premier ministre. Mais on voit bien que les Russes, à ce moment-là, se font avoir complètement et perdent l'influence en Libye parce qu'ils font confiance bêtement. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, si vous voyez aujourd'hui le président Medvedev, puisqu'il était président à cette époque-là, aujourd'hui, il est donc secrétaire adjoint du comité de sécurité nationale. C'est lui qui a parmi les mots les plus durs contre l'Occident parce qu'il s'est fait berner. Il s'est fait berner par Alain Juppé. C'est-à-dire qu'Alain Juppé a obtenu de Medvedev en disant les Russes veulent faire jouer les organismes internationaux, l'ONU, etc. etc. Et donc Juppé est arrivé en disant ne mettez pas votre veto pour la résolution sur la Libye, c'est juste pour protéger les populations civiles, etc. Et Medvedev a accepté de ne pas mettre le veto de la Russie. Et les conséquences, on la connaît, c'est l'assassinat de Kadhafi et la bascule de la Libye jusqu'à aujourd'hui dans l'anarchie la plus complète, avec des morts, un pays d'Afrique qui était un des plus prospères, avec une classe estudiantine, vraiment une prospérité incroyable. Et bien tout ça a été détruit. Et les Russes ont compris qu'on les avait bernés. Et c'est pour ça qu'on les a pas repris en Syrie, notamment. En Syrie, la Russie, je crois que c'était quasiment à la même époque, hein, a mis systématiquement son veto contre toutes les résolutions qui étaient proposées par les Occidentaux.
Alors moi, je vais vous opposer une chose, c'est que est-ce que c'est pas de l'incompétence et de la naïveté de la part des Russes de se faire avoir? Parce qu'ils ne se sont pas fait avoir qu'en Libye. En 2014, le coup d'État, là, où ils ont demandé à Poutine de demander à Yanukovych de ne pas faire intervenir les chars, Poutine s'est fait entuber exactement de la même manière. Non, là c'est non, non. En fait, il faut voir une chose, c'est que le 20 février, le 19-20 février 2014, Yanukovych a gagné à Maïdan. Maïdan s'est essoufflé, les forces de l'ordre ont fini par l'emporter, et en fait, c'est pour ça. Est-ce que vous permettez que je fasse juste une parenthèse pour oui. les auditeurs? Il faut expliquer. J'avais fait une interview avec Arne Schlenger à l'époque, en 2015, pour expliquer cet événement de Maïdan. Il y a eu un coup d'État mis en place par Nuland, Ashton, Obama, Biden, où ça a consisté à pousser les gens à faire une révolution pour virer Yanukovych, qui était c'est un mafieux pro-russe, mollement pro-russe, on va dire, mais il était quand même trop pro-russe pour l'Occident. Donc ils ont fait une révolution colorée, ils ont poussé les gens dans la rue. Et à un moment donné, c'est Poutine qui l'explique, hein, je crois, ils ont appelé Poutine pour dire est-ce que vous pouvez demander à Yanukovych de ne pas faire intervenir l'armée et nous, on s'engage à faire rentrer les gens pour éviter le bain de sang. Quand Poutine a intercédé à leur demande, ils ont fait tout le contraire et ils ont même utilisé des snipers pour tirer dans le dos et des manifestants et de la police et ils ont accusé Yanukovych. Et c'est comme ça qu'Yanukovych a été viré. Donc, c'est pas la démocratie. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont utilisé des snipers pour radicaliser la foule. Ils ont fait, d'ailleurs, dans la nuit du 20 au 21 février, on avait les corps des gens qui avaient été abattus par les snipers de Maïdan sont promenés dans la foule. Mais Yanukovych l'avait emporté. Et c'est pour ça que vous avez les 3 ministres des Affaires étrangères français, donc à l'époque c'était Fabius, Steinmeier, l'allemand, et Sikorski, qui est revenu d'ailleurs ministre des Affaires étrangères aujourd'hui en Pologne, qui sont venus pour signer un accord de sortie de crise. Et Yanukovych, par faiblesse, a accepté, et il a accepté de retirer les forces de l'ordre de Kiev. Et donc, au lieu de respecter l'accord, donc cet accord n'a pas... Et donc l'accord prévoyait des élections dans 6 mois. Élections présidentielles. Le problème, c'est que Yanukovych pouvait très bien les emporter, ces élections, parce que les Ukrainiens en avaient ras-le-bol de Maïdan. Maïdan avait pu se prolonger parce que Yanukovych était faible et qu'en plus, il était entouré de traîtres. Et donc en fait, lui, donc, le 21 février, donc, il signe cet accord de sortie de crise. Et puis, donc Klitschko, qui est aujourd'hui maire de Kiev, qui était un des 3 activistes, arrive sur l'estrade de Maïdan en disant voilà, on a un accord, etc. Et là, vous avez un bandériste qui arrive, qui s'appelle Parasyuk. Il prend l'accord, il le jette et il dit non, on veut, c'est le départ de Yanukovych. Yanukovych était à Kharkov à ce moment-là. Il se tourne vers les pays signataires de l'accord de sortie de crise qui ne répondent plus au téléphone. Et donc là, il échappe à la mort à plusieurs reprises et il part en Crimée. Et c'est là que l'armée russe le récupère par hélicoptère. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on bascule dans quelque chose de complètement différent. En quelques semaines, la Crimée passe côté russe. Et puis là, aujourd'hui, on commémore le massacre d'Odessa du 2 mai et qui va également provoquer l'accélération et les événements dans le Donbass, etc. etc. Alors, mais la chronologie que vous donnez, vous en êtes sûr? C'est-à-dire que la version que j'ai donnée, vous êtes certain qu'elle c'est pas la bonne? Ah oui, j'en suis certain. Les chars n'auraient rien changé parce qu'au moment de Maïdan, les Russes, Yanukovych l'a emporté. Sur le terrain, la ville, il tient la ville. Et en plus, les Ukrainiens en ont ras-le-bol. C'est l'accord de sortie de crise, c'est le fait qu'il ait fait confiance à Fabius, Steinmeier et Sikorski qui lui coûte le pouvoir. Non, mais c'est bien parce que ça permet de rectifier, parce que moi, sur ma chaîne, j'avais fait une interview avec le type de Lyndon LaRouche, le bras de Lyndon LaRouche, et il avait exactement les mêmes conclusions que moi. C'est-à-dire que. Moi, j'ai vu une interview avec Poutine où il dit qu'ils lui ont demandé de faire pression sur Yanukovych pour qu'il ne fasse pas intervenir l'armée. Et c'est ça qui me surprend un peu, quoi, parce que... De toute manière, il n'y avait pas besoin de faire intervenir l'armée. Les forces de l'ordre, les Omon s'appellent les Berkouts, ont fait leur boulot. Les Berkouts ont tenu. Alors, ils avançaient avec une main dans le dos, parce que Yanukovych les retenait, sinon ça aurait été réglé beaucoup plus rapidement, parce que Yanukovych était sous l'emprise des Occidentaux.
et qu'il était persuadé qu'il pourrait trouver, il a cru dans la parole, comme tous les, pardonnez-moi l'expression, tous les couillons à la Noriega, à la Milosevic, à la Saddam Hussein, à la Sarkozy, et tous ces gens-là à Navalny, tous ces gens-là qui un jour ont fait confiance à la parole occidentale, bah, ont terminé de la même manière. Et lui encore, il s'en est bien sorti parce qu'il n'est pas mort, il n'est pas en prison. Mais de toute manière, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Yanukovych s'est fait élire sur un programme pro-russe, de faire de la langue russe une deuxième langue officielle, de rejoindre l'union douanière, et à peine arrivé, il n'en est plus question. Et non seulement il ne rejoint pas l'union douanière russe, mais il fait l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc, j'explique ça dans mon livre d'ailleurs, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. C'est-à-dire que toutes les élites soi-disant pro-russes, ukrainiennes, au niveau national comme au niveau local, en fait, n'ont jamais servi les intérêts de leur électorat qui votait pour eux parce qu'ils étaient pro-russes. Aujourd'hui, vous voyez ceux qui dirigent, par exemple, les villes que les Russes n'ont pas encore libérées, c'est énormément de gens dont on disait qu'ils étaient pro-russes, qui venaient du parti des régions de Yanukovych, que ce soit à Kharkov, que ce soit à Kryvyi Rog, que ce soit à Odessa. Tous ceux qui sont à la tête de ces villes, ils étaient censés être des pro-russes. Vous voyez ? Donc c'est une corruption généralisée, un mensonge généralisé. Je crois que c'est même pire qu'en France. Et pourtant. Donc je ne peux pas avoir l'argument de dire que Poutine s'est fait avoir en acceptant d'intercéder en faveur des Occidentaux pour stopper la reprise du pouvoir par Yanukovych. Non, le problème, c'était qu'au contraire, les Russes auraient été prêts à intervenir. Si Yanukovych leur avait demandé, ils auraient été prêts à intervenir, mais Yanukovych ne l'a pas demandé parce que Yanukovych voulait s'entendre avec les Occidentaux. Ce qui s'est passé, en revanche, c'est que les Russes ont vu immédiatement l'opportunité. À partir du moment où le pouvoir n'est plus légitime à Kiev, eh bien, tout devient possible, à commencer par la réunification de la Crimée. Et là, évidemment, c'est ce coup d'opportunité qui n'était pas du tout prévu par Washington, et c'est une perte énorme. La Crimée était un des objectifs principaux. Aujourd'hui, l'objectif principal de Washington, c'est de conserver Odessa. Parce qu'après avoir perdu la Crimée et Sébastopol, si en plus ils perdent Odessa, alors là, c'est la catastrophe complète du point de vue politico-stratégique pour Washington. Et pour la Pologne, accessoirement. Alors, ça veut dire que Poutine est un judoka, il contre toujours les velléités de... Il est brillant. Il est brillant. En Géorgie, si vous voulez, par exemple, la question qui s'est posée, j'avais eu un débat avec un politologue ukrainien plutôt pro-russe. Il s'interrogeait pourquoi est-ce que Poutine a reconnu l'élection de Poroshenko, donc en mai 2014 de mémoire. Donc lui disait... Un type de Goldman Sachs d'ailleurs. C'était le roi du chocolat. Je ne savais pas s'il était chez Goldman. Je ne crois pas qu'il était chez Goldman Sachs. Poroshenko. Comment ? C'est lié à Goldman Sachs, Poroshenko. D'accord. En tout cas, il était surtout connu pour être l'oligarque du chocolat, hein, puisqu'il avait privatisé à son profit les usines Rochen de chocolat soviétique. Et donc lui était un oligarque. Et donc l'explication que donnait le politologue ukrainien, c'était que après tout, l'Ukraine a toujours été, sauf Yanukovych, souvent été dirigée par les oligarques, plus ou moins officiellement. Avec Poroshenko, il était ouvertement oligarque. Yulia Tymoshenko aussi, qui avait été Premier ministre, était une oligarque. Et de toute manière, l'oligarchie ukrainienne a toujours été aux commandes et elle l'est encore aujourd'hui. Contrairement à la Russie, Akhmetov, par exemple, qui est toujours aux commandes. Kolomoïski, alors il a pris un peu de plomb dans l'aile, mais il est toujours, c'est lui qui a créé Zelensky. Alors, quand je dis qu'il est lié à Goldman Sachs, c'est par Yarsemouk, le ministre. Ah oui, d'accord. Oui, le Premier ministre de l'époque, oui, tout à fait. Qui était un des trois. Vous aviez Klitschko, Yatsenyuk et Tiagnibok, qui était le nazi de service, on va dire. Que Nuland ne voulait pas voir Klitschko là-dedans, parce qu'il n'était pas assez sur la ligne de Washington, visiblement. Klitschko était plutôt l'homme des Allemands. D'ailleurs, il était son mouvement, je ne sais plus comment ça s'appelait, était proche du parti démocrate chrétien allemand, CDU. Mais le problème de tout ça, c'est que voilà, l'explication, en fait, pourquoi est-ce que Poutine a reconnu l'élection de Poroshenko? Parce que ça cimentait la réunification de la Crimée. Oui, mais alors. Tandis que il était très habile. Il était très habile. Il était très habile, mais Poroshenko était allié avec les groupuscules
qu'on peut appeler néo-nazis ukrainiens à l'époque, les bandéristes, et il avait un discours anti-russe complet, c'est-à-dire de couper la langue russe et d'enlever non. Pendant sa campagne électorale, Poroshenko, il a eu un discours de réconciliation avec la Russie. Non, mais après, c'était autre chose, parce qu'il quand il prête serment devant le Parlement ukrainien, vous pouvez trouver le serment sur ces vidéos, il dit comme il y a des législatives qui arrivent, et qui sait qu'il a besoin de l'électorat qui veut faire la paix avec la Russie, et il explique qu'en 3 mois, il aura fait la paix avec les Russes. Oui, mais et évidemment, une fois élu, comme Zelensky, il fait exactement le contraire de ce qu'il a promis. Parce qu'on a des discours de lui où il dit qu'il n'y aura pas de retraite pour les pro-russes, que la langue... Oui. En fait, à partir du moment où il est élu et après les législatives, là, le ton change complètement. Comme Zelensky se fait élire parce qu'il est la star d'une série en langue russe où il joue le rôle d'un prof de français qui devient président de l'Ukraine. Et la série s'appelle Sluga Naroda, le service du peuple. Et le dernier épisode, c'est mars 2019. Et il est élu président pour de vrai cette fois en avril 2019. Les Ukrainiens n'ont pas d'excuses sur cette histoire parce que je suis désolé à dire, c'est triste à dire, mais ils ont une maturité politique d'enfants de 5 ans. C'est pire. Encore une fois, la situation du point de vue de la pratique politique est pire qu'en France. Et pourtant, je pense qu'on a un des plus mauvais exemples dans le monde. En tout cas, d'Europe, je pense qu'on est le pire. Cette série télé, c'est qu'il a fait aussi la promotion de la décadence un peu LGBT. Il a joué bien sûr. L'hymne national avec le sexe. On ne peut pas croire que voter pour ce genre de personnes va apporter une politique pérenne. Je veux dire, c'est comme Macron, quelque part, voter pour Macron, c'était aussi voué... C'est de la manipulation encore une fois, c'est quelque chose qui a été prévu pendant longtemps. La série, elle démarre en novembre 2016 et elle se déroule jusqu'à l'élection. Et il donne à son parti le nom de la série, Sluga Naroda. Il s'identifie un peu comme l'a fait avec Macron, EM, En Marche. Lui, c'est The. Donc c'est très narcissique, c'est de la manipulation des foules. Voilà. Et là, on peut dire que c'est ce que les mondialistes, je crois que c'était Karl Popper qui appelait ça le bêta humain. C'est le bêta humain. Et puis c'est comment dire, derrière c'est très fortement connoté mafia juive avec Kolomoïski et ce genre de personnages qui sont reliés. Alors en fait c'est tous les oligarques. Alors la majorité des oligarques comme en Russie à l'époque sont effectivement juifs, mais le plus puissant d'entre eux c'est Akhmetov, c'est un tatar. Je crois même qu'il est musulman. Donc, c'est avant tout la classe mondialisée. Il est plus que Kolomoïski au point de vue de l'influence ? Ah oui, du point de vue de la fortune, Akhmetov, alors ils ont beaucoup perdu, puisque notamment Akhmetov contrôlait... c'est Akhmetov qui a permis à Kiev de conserver Mariupol en 2014. Puisque c'est lui qui contrôlait la ville, et c'était sa ville. Et il a beaucoup perdu en perdant Mariupol. Aujourd'hui, ses derniers actifs sont à Kryvyi Rog. Et c'est lui un des plus fervents soutiens du régime de Kiev. Et c'est pas lui, il n'a pas créé Kolomoïski, mais il n'a pas créé, Zelensky, c'est Kolomoïski qui l'a fait. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement, je pense, depuis le début, c'est le plus puissant des oligarques. Le plus puissant des oligarques. Bon, là, on est dans la période de 2014. Et en 2014, c'est quelque chose que vous devez connaître. Alors, moi, je ne suis pas militaire, mais vous allez certainement comprendre. En 2014, il y a eu cette histoire du vol MH17. Oui. Moi, j'ai travaillé un peu dessus et on voit dans les débris de la carlingue de l'avion que la cabine de pilotage a été visée par des impacts de tir à l'horizontale, ce qui fait que pour moi, ce n'est pas un tir qui vient d'en bas, mais c'est un avion ukrainien qui aurait abattu cet avion-là. Est-ce que vous avez la version de... Quelle est votre version? Parce que moi, j'ai publié ma version précisément dans mon dernier bouquin. En fait, les Russes ont fait un test de missile Buk M1, donc le même style de missile qui est utilisé par les Ukrainiens. Et en fait, ce que vous voyez, c'est pas des tirs. En fait, c'est que quand vous avez un missile anti-aérien, il y a une fusée de proximité. Il explose avant de toucher l'avion. Et donc, il explose en envoyant une multitude d'éclats, ce qui à 10 000 mètres est fatal. Donc, ce n'est pas des tirs directs, en fait. C'est un missile qui a explosé au niveau de l'avant gauche de l'appareil, si je me souviens bien. Mais effectivement, j'ai étudié aussi la thèse d'un avion. Je dirais à la limite, ce qui a détruit le MH17, ce n'est pas ce qui est inventé, c'est qui l'a détruit et est-ce que c'est fait exprès ou pas. Qui l'a détruit, c'est certain que c'est l'Ukraine. Il n'y a pas de solution alternative pour que ce ne soit pas l'Ukraine. Et moi, je pense que ça a été détruit délibérément.
parce que l'Ukraine, parce que l'Allemagne, la France, l'Italie ne voulaient pas prendre de sanctions sérieuses contre la Russie. Les sanctions qui ont été prises au lendemain de la réunification de la Crimée ont fait rigoler tout le monde. Alors, est-ce que je peux vous lire un passage et vous me dites ce que vous en pensez pour cette histoire du vol MH17? Oui, oui. C'est un pilote qui a été identifié, qui s'est suicidé. Oui, depuis je connais, j'en parle dans mon livre, mais lui, il pilotait un MiG-25. Donc, un MiG-25 ne peut pas faire un tir au canon à 9000 mètres d'altitude. C'est pas possible. Donc, et en revanche, alors oui, ça peut être un missile solaire, mais en principe, c'est pas ce avec quoi ils sont. Et ben voilà, justement, c'est pour ça que je veux vous lire l'article parce que. Non, mais je connais. Je connais. Encore une fois, j'ai un chapitre dans mon livre où je parle. Ça s'appelle l'Empire du mensonge, et j'appelle le MH17 le père de tous les mensonges. Oui. Et effectivement, ce pilote, il y a un mécanicien ukrainien, mécanicien de ce pilote qui est passé côté russe et qui a fait un témoignage devant le parquet russe dans lequel il a dit que ce pilote ukrainien a atterri et il avait tous ses missiles avaient été tirés, mais que je sache, c'est plutôt des missiles air-sol que portent les Sukhoi 25. Et il a dit, en parlant du MH17, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas là. Donc moi, je pense que ce pilote, c'est ma théorie, il a été témoin de la destruction du MH17 parce qu'il était dans le ciel. Et ça, les Russes l'ont dit, il y avait des avions ukrainiens dans le ciel. Donc moi, je pense que c'est un missile Buk, qu'il a été délibérément tiré par les Ukrainiens. Les Russes ont déterminé en faisant des essais à peu près de quel endroit il a été tiré. J'en parle aussi dans mon livre. Et donc ce pilote a été témoin de ça. Et effectivement, il a pris sa retraite. Il est devenu directeur à 29 ans de l'aéroport de Nikolaïev, à 29 ans. Hein. Et pourtant, il était marié, il avait 2 enfants et il s'est tiré une balle. Tout lui réussissait, mais il s'est tiré une balle, soi-disant. Donc, évidemment qu'il n'y a pas besoin d'être… Ceci dit, la thèse est un peu différente. C'est que la thèse dit qu'il a abattu l'avion avec des missiles qui n'étaient pas prévus pour son avion, des sol-air, en pensant que c'était l'avion présidentiel russe qui était passé… Non, ça c'est des âneries. Un avion présidentiel russe ne va pas passer dans le… Il était passé au-dessus d'un champ de bataille, c'est pas sérieux. Non. Au-dessus d'une zone, comment s'appelle, d'une zone en conflit, c'est pas possible ça. Parce qu'il y a eu un trajet présidentiel quelques heures avec une… Non, mais il n'y a pas un seul… que l'avion présidentiel russe survole une zone de guerre. D'accord. Tout simplement pas possible. D'accord. Bon, mais en tout cas, vous confirmez que cette histoire de 2014 est une histoire de manipulation médiatique qui vise… Ah oui, moi je pense que, encore une fois, je suis certain que c'est les Ukrainiens qui l'ont détruit. On ne peut pas complètement exclure la possibilité que ce soit l'avion. Mais globalement, en plus, les Russes, encore une fois, ont fait des tests en grandeur nature. Donc, je pense plutôt d'un missile. Et en plus, le missile a été identifié, puisque les Ukrainiens ont donné le numéro du missile. Et les Russes ont retrouvé que c'était un missile qui a été livré à l'ouest de l'Ukraine à la fin des années 80, à l'époque soviétique. Ils avaient toute la nomenclature. Donc, je pense que c'est délibéré. C'est ça qui est grave. Et je pense que ça a été fait avec la bénédiction de la CIA, parce que, et ça c'est Joe Biden qui le dit dans une interview qu'il donne en 2016, je crois, ou 2018, je ne sais plus, devant le Council of Foreign Relations, et il dit que même après la destruction du MH17, les Français et les Italiens ne voulaient pas mettre de sanctions, parce qu'ils connaissaient la vérité, évidemment. Ils savaient très bien que ce n'était pas Moscou qui avait détruit le MH17. Mais ça a marché d'ailleurs. Des sanctions sérieuses, cette fois, ont été prises contre la Russie. Bon, alors voilà qui clôt l'époque de 2014. Entre 2014 et 2022, plus de 20 000 Ukrainiens russophones sont massacrés par justement les factions, notamment ultranationalistes ukrainiennes. Et beaucoup de gens disent, oui, mais pourquoi Poutine a laissé ces gens-là pendant 8 ans se faire massacrer? Pourquoi il est intervenu qu'en 2022? Est-ce que vous êtes partisan de la thèse de la Russie n'était pas prête militairement et ne pouvait pas, si vous voulez, intervenir avant 2022? Alors, c'est une bonne question. On a posé cette question à Vladimir Poutine et il a dit que s'il avait su, effectivement, il serait intervenu plus rapidement.
Mais je pense aussi que, si vous voulez, ce qui se passe, c'est une guerre civile aujourd'hui. Et pour Vladimir Poutine, prendre la décision de démarrer une guerre civile, c'est quand même quelque chose, et c'est aussi le principe de la guerre juste, selon saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les solutions, pour que la guerre soit juste, toutes les solutions pour éviter cette guerre aient été entreprises. Et Vladimir Poutine a joué les accords de Minsk avec une patience infinie, puisqu'il y avait une date de péremption dans les accords de Minsk, c'était le 1er janvier 2016. Et Kiev n'avait implanté quasiment aucune des recommandations. On peut dire un peu le cessez-le-feu, et on peut dire également quelques échanges de prisonniers, mais finalement très peu. Mais l'amnistie, le changement constitutionnel, le statut d'autonomie du Donbass, tout ça n'avait pas été implanté. Donc Vladimir Poutine et tout le Conseil de sécurité de l'ONU qui avait voté la résolution 2202 qui légitimait les accords de Minsk auraient dû intervenir pour forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk. Donc je pense que Poutine a essayé à tout prix d'éviter la guerre. Il pensait aussi, et il avait raison, que de toute manière, sans la Russie, l'Ukraine s'écroulerait économiquement et que donc tôt ou tard, ça mènerait un pouvoir favorable à la Russie. Et c'est ce qui était en train de se produire. C'est aussi pour ça que Zelensky s'oriente vers une opération d'épuration ethnique du Donbass pour qu'on cesse de parler de la situation économique en Ukraine, qu'on oublie les Pandora Papers dans lesquels lui et ses amis figurent. Et donc voilà, donc la stratégie de Poutine, qui était une stratégie de long terme, comme toujours, était censée. Et surtout, ça évitait la guerre. Et après, ce que vous dites aussi n'est pas faux, c'est-à-dire que l'armée russe de 2014, alors l'armée ukrainienne aussi de 2014 était encore moins bonne que celle de 2022. Mais l'armée russe, quand même, n'avait pas tout le potentiel qu'elle avait en 2022. Il est aussi intervenu en 2022 parce que l'armée russe s'est dotée du matériel qu'on voit aujourd'hui. Elle, en plus, elle a bénéficié de l'expérience en Syrie, etc., etc. Donc, il y a quand même toute il y a des justifications à la fois morales, politiques et militaires d'avoir attendu. Peut-être qu'il eût fallu mieux intervenir en 2020, 2021, peut-être 1 ou 2 ans plus tôt. Des gens peuvent dire que c'est quand même de la naïveté ou de l'incompétence d'avoir laissé traîner les choses à ce point, quoi. Oui et non. Comme je viens de dire, il y a des raisons qui le justifient. Je pense que si Zelensky n'avait pas planifié une opération d'épuration ethnique, la Russie aurait calmement attendu que le fruit tombe quand il était mûr. Si jamais Zelensky fait arrêter son opposant principal, Medvedchuk, c'est en février 2021, c'est parce qu'il voit bien que la situation est en train de perdre le contrôle. Et il le fait avec l'autorisation, évidemment, voire la recommandation de la CIA, qui le coach directement. Il fait fermer en avril 2021 les 3 chaînes de télévision de l'opposition. Donc, c'est ça aussi qui précipite. Poutine voit ce qui se prépare, et c'est pour ça qu'il intervient. Et moi, c'est ce que j'avais toujours dit. D'ailleurs, j'ai dit la Russie n'interviendra pas, sauf si Kiev se lance dans une opération d'épuration ethnique. Kiev a voulu faire une opération d'épuration ethnique et l'opération militaire spéciale a commencé. Donc justement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, pour que ce soit clair, c'est que l'intervention de Poutine pour contrer l'opération ukrainienne qui visait à aller dans le Donbass pour massacrer des gens, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs que c'est une opération qui n'est pas illégale, mais qu'elle répond au respect du droit international, justement ? En principe, du point de vue du droit international, la Russie est en droit d'intervenir militairement depuis le 1er janvier 2016, puisque là, il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU que Kiev n'a pas fait appliquer. Voilà. Il y a 13, les accords de Minsk donc, qui ont été validés par la résolution 2202, il y a 13 points. Donc, comme j'ai dit, il y a un cessez-le-feu qui globalement a été respecté, des échanges de prisonniers, quelques-uns ont été respectés. Et après, il y a une amnistie générale pour les chefs donc des rebelles dans le Donbass. Rien n'a été fait. Il y a un changement constitutionnel au sein de la constitution ukrainienne pour permettre une autonomie substantielle des régions, des républiques de Donetsk et de Lugansk. Ça n'a pas été fait. Et ensuite devait avoir lieu des élections locales sous surveillance internationale. Tout ça n'a pas été fait. Donc, l'intervention militaire de Vladimir Poutine est légitime. Et elle est doublement légitime puisque Kiev s'apprêtait à faire une opération d'épuration ethnique. Il suffit de voir les rapports de l'OSCE, notamment le rapport du 15 février 2022,
Donc le SCE fait des rapports depuis 2014 sur les violations. Ça fait aussi partie, d'ailleurs, le président de l'OSCE fait aussi partie des accords de Minsk, sur les violations du cessez-le-feu. Et là, le Donbass est recouvert de bombes, notamment la ville de Donetsk est sous les bombes. C'est la préparation d'artillerie avant l'épuration ethnique qui doit être lancée, d'après le renseignement russe, depuis, on le sait, le 8 mars. Est-ce que vous savez, alors ça c'est pas obligatoire, mais de quelle résolution, sur quelle résolution Poutine, au point de vue de la loi internationale, s'est appuyé pour intervenir? La résolution 2202, qui est votée immédiatement après les accords de Minsk, fin février 2022. D'accord, donc c'est de ça dont ça parle. Parfait. Donc ça nous amène à quelque chose qui va me remettre dans mon mauvais rôle de mauvais flic, on va dire. C'est que en 2022, Poutine pouvait prendre Kiev. Et encore une fois de plus, il a, parce qu'en face, on lui a dit que Boris Johnson était venu convaincre Zelensky de ne pas respecter l'accord. Une fois de plus, il a retiré ses troupes de Kiev alors qu'il pouvait prendre Kiev. Et une fois de plus, ils n'ont pas respecté l'accord. Et donc, la guerre a continué peut-être aussi à cause de ça. Non, il y avait entre 20 et 30 000 hommes dans la direction de Kiev. Vous ne prenez pas une agglomération de 3 millions d'habitants avec 20 à 30 000 hommes. L'opération vers Kiev, il y avait deux raisons. Une première, c'est que ce qui a été dit, c'est qu'il y avait une partie des élites kieviennes qui étaient prêtes à basculer côté russe. Donc, il fallait avoir, si la ville de Kiev tombait de l'intérieur, il fallait avoir des troupes pour venir pénétrer à l'intérieur. Mais surtout, c'était une opération de diversion qui a permis à la Russie d'avancer dans le sud-est, qui était l'objectif principal. Il faut bien comprendre que l'objectif principal, annoncé d'ailleurs officiellement par Vladimir Poutine, c'est la libération du Donbass, pour mettre fin au calvaire des habitants qui subissaient depuis 8 ans. Et l'opération vers Kiev fait que toutes les réserves et les ressources de l'armée ukrainienne vont converger vers le centre politique. Et ce qui permet à l'armée russe de faire 100 km en 9 jours, de franchir le Dniepr et s'emparer de Kherson. Ça permet en même temps de complètement fermer Mariupol et de faire un espèce de chaudron géant qui fait que Mariupol se retrouve tout d'un coup isolé à 80 km au sud de la ligne de front, avec la prise de Volnovakha, et donc de s'emparer de Mariupol, qui est le premier port industriel, et donc de continuer de commencer la libération de la République populaire de Donetsk, puisque Mariupol est la troisième ville après, ou la quatrième ville après Donetsk. Vous avez Donetsk, Gorlovka, Makiivka, Mariupol. C'est les trois grandes villes, les quatre grandes villes du Donbass qui ont été libérées grâce à l'offensive sur Kiev. Mais avec 20 à 30 000 hommes, jamais les Russes n'auraient pu prendre Kiev. Vous pensez donc que c'est une opération de diversion pour fixer les troupes ukrainiennes en défense et pouvoir avancer? C'est ça. Et le cas échéant, si par hasard il y avait une révolution de palais, mais à mon avis peu probable, à Kiev, eh bien, ça permettait d'avoir des troupes sur place qui, dans ce cas, seraient rentrées sans combattre. C'était ça, mais avec 20 000 hommes, vous ne prenez pas Kiev. Mais là, de manière certaine, je vous explique ce que Poutine a dit lui-même. C'est qu'il a dit que voilà, il avait ses troupes près de Kiev et qu'il avait signé un accord avec Zelensky et que Boris Johnson est intervenu pour que Zelensky ne respecte pas cet accord. Parce qu'ils ont dit, vous retirez vos troupes, on ne négocie pas avec un pistolet sous la tempe. Il a retiré ses troupes et effectivement, ils ont pu respecter l'accord. Ils ont fait comme en 2014, quoi, quelque part. Je pense aussi qu'il y avait une raison stratégique et une raison politique. Politique, c'est que c'est vrai qu'ils étaient sur le point de signer un accord. Donc c'était un geste de bonne volonté. Ils l'ont signé. Oui, mais tous les termes n'étaient pas encore, négociés. Mais oui, ils allaient vers un accord. C'est incontestable. D'ailleurs, maintenant, c'est même dans le Wall Street Journal. Ça a été dit par David Arakhamia, qui est le chef du groupe de Zelensky au Parlement ukrainien et qui dirigeait la délégation pour les négociations. Donc oui, ça, c'est une réalité. Mais j'ai une vidéo de Poutine où il montre les documents à des responsables africains qui n'en croient pas. C'était au Forum économique de Saint-Pétersbourg l'année dernière, en juin dernier, tout à fait. Mais il faut voir aussi, c'est que les Russes ont attaqué l'Ukraine à 1 contre 3. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient en large infériorité numérique. Ce qui ne les a pas empêchés, encore une fois, de s'emparer de 20% du territoire. Et donc, en fait, le dispositif russe était extrêmement étiré.
Et donc, que l'accord ait été signé ou pas, quoi qu'il arrive, l'armée russe ne pouvait pas se permettre d'avoir un dispositif aussi étiré. Il fallait qu'elle ramène des troupes sur l'axe d'effort principal, c'est-à-dire le Donbass. Donc, deux choses pour mettre en contraste. On a d'une part une stratégie occidentale qui vise à mettre la main sur les ressources naturelles de l'Ukraine et à complètement disperser l'Ukraine au profit de groupes comme BlackRock, des types comme... Et en faire une anti-Russie. Et en faire une anti-Russie. Les enfants étaient élevés, y compris les enfants du Donbass, dans la haine de la Russie, dans la haine de leurs parents, dans la haine de leurs grands-parents, dans la haine de la victoire contre les nazis. Non, c'était épouvantable ce qu'est en train de faire. Placer des ogives nucléaires aux portes de Moscou, des laboratoires d'armes bioterroristes. Une des raisons qui fait que Poutine intervient, c'est aussi qu'à la conférence de Munich qui a lieu la veille du début de l'opération militaire spéciale, Zelensky demande l'arme nucléaire. Ils ont des laboratoires de bioterrorisme aussi aux portes de la Russie. Voilà, c'était sur le site de l'ambassade des États-Unis. Oui, non, mais ils étaient en train de faire de l'Ukraine un pays pauvre, mais totalement consacré à la guerre contre la Russie. Où toutes les terres agricoles sont accaparées par l'Occident et par des groupes américains. Alors, on va voir ce que ça va donner, parce que légalement, jusqu'à présent, ils les louaient, et normalement, depuis le 1er janvier 2024, ils ont le droit de les acheter. Mais est-ce qu'ils vont les acheter? Avant, ils n'avaient pas le droit, ils les louaient. Ouais. Parce que, en fait, la loi ukrainienne, comme la loi russe, interdit à des non-citoyens russes de posséder la terre. Et le FMI a obtenu de Zelensky, en 2020, je crois, c'est aussi dans mon livre, une loi qui abolit cette obligation d'être ukrainien pour posséder la terre. Parce que les prêts occidentaux ne sont pas gratuits. À un moment donné, il va falloir rembourser. Et c'est certainement... Là, en revanche, je ne sais pas quoi ils vont rembourser. Là, avec les terres et le patrimoine, comme d'habitude. Oui, sauf que à qui elles vont appartenir, les terres? Les groupes comme BlackRock, Bill Gates... Oui, ou à la Russie. La Russie, oui, effectivement. Et c'est ça, je vous dis, ce qui est intéressant de voir si BlackRock, Cargill et compagnie croient à la victoire ukrainienne, c'est est-ce qu'ils ont commencé à acheter les terres depuis le 1er janvier 2024 ? Ouais. Parce que pour continuer à dresser le tableau de la décadence occidentale, on peut dire quand même, parce qu'il y a des trafics de drogue, des trafics d'armes, des trafics d'organes, des trafics d'enfants, des trafics de prostituées. L'Ukraine, c'est vraiment un terreau de la décadence occidentale qui s'exerce là-bas, et c'est le chaos. Tout à fait. Je vois qu'ils envoient des handicapés mentaux au front, qui ne payent pas les veuves des morts, qui font exprès de ne pas comptabiliser les morts pour ne pas payer les retraites, qu'ils envoient des gamins, des vieux. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, soutenir l'Ukraine, c'est être un criminel quelque part. Je pense qu'il y a deux types de personnes qui ont pu croire, qui ont dit que l'Ukraine pouvait gagner la guerre. C'est les crétins ou les salauds. Et la question sur laquelle il faut se poser, c'est ceux qui ont menti. Pourquoi? Alors, si vous passez sur une chaîne de télévision, c'est pour toucher vos 500 € le passage. Si vous êtes un décideur politique, c'est parce que vous vous êtes dit que en fait, c'était un moyen de provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et donc, ça valait le coup d'utiliser les Ukrainiens comme un bélier pour faire tomber l'économie russe. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en gros, on s'est aperçu au bout de 6 mois que ça ne marchait pas, que non seulement l'économie russe ne faiblissait pas, mais qu'au contraire, elle en profitait pour se réformer. Et dans ce cadre-là, le fait de continuer comme ça jusqu'au bout, c'est tout simplement criminel. Et ça, ceux qui savaient depuis le début que l'Ukraine n'avait aucune chance, et si moi je le savais, je pense que d'autres personnes le savaient, et qui ont malgré tout fait croire que l'Ukraine pouvait gagner, ceux-là sont des salauds. Ceux-là sont d'authentiques salauds. Mais alors, dans ce cas, ça articule avec, pour finir vraiment avec l'Occident, la responsabilité des journalistes de permettre en réalité, par une narration faussée, de détourner l'argent public pour alimenter un conflit qui ne revient dans les poches que de ces salauds dont vous parlez en réalité. Oui, tout à fait. C'est même pas forcément une histoire de gros sous, c'est aussi une histoire de domination, d'hégémon. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron dit que c'est la mort de l'Europe, là j'ai vu, il a donné encore une interview dans The Economist, je crois, donc ça s'appelle la mort de l'Europe, pas trop quoi, l'Europe en danger de mort. En fait, il parle pas de l'Europe, il parle de lui. Il parle de la classe dirigeante occidentale. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement impliqués dans cette guerre que si la Russie va l'emporter, ce sera leur défaite à eux.
Et ça peut provoquer effectivement des soubresauts politiques du type de ce qu'on a connu, encore une fois, 1870 en France, 1917, 1905, 1918 pour l'Allemagne et le Deuxième Reich. J'entends bien, mais les milliards de milliards qui sont envoyés Ah bah oui, non mais s'il y a moyen de faire un billet. Quand on voit qu'à la fin, le soldat, parce qu'il faut le dire, les principales victimes, c'est les Ukrainiens, le peuple ukrainien qui est complètement massacré. Aujourd'hui, les Français qui soutiennent l'Ukraine sont des criminels envers le peuple ukrainien. Il faut bien le comprendre. Mais les milliards de milliards qui sont investis ne vont pas en Ukraine parce que le simple soldat de base, il n'a rien au final de ces milliards. Il ne voit rien pratiquement. Donc, où vont cet argent? Quand on regarde le Parti démocrate, ça sert à blanchir de l'argent, ça sert à envoyer de l'argent aux grosses firmes de l'armement. Mais au niveau de l'ère de combat, qu'est-ce que le soldat ukrainien voit, lui? Il ne voit rien du tout, pratiquement. Sans l'aide militaire, otanienne, la guerre était terminée en avril. Hein. Faut quand même se rendre compte. Donc effectivement, je pense que la stratégie de Washington, qui a réussi à convaincre les Européens que ça allait marcher, c'était que l'Ukraine tienne entre 3 et 6 mois. On allait mettre des sanctions, comme a dit Victoria Nuland, comme la Russie n'en avait jamais vu, et ça allait provoquer l'effondrement de l'économie russe, comme dirait Bruno Le Maire. Et ça n'a pas marché. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de plan B. Mais malgré tout, ils continuent. Ils continuent et ils sont dans le bunker et ils espèrent un miracle. Voilà où en est l'état-major de l'OTAN. C'est là que j'articule quand même, je vais parler pour contraste de la méthode militaire russe qui contraste avec l'autre côté, mais est-ce que vous ne croyez pas que, puisqu'ils sont jusqu'au boutisme, c'est parce qu'ils ont identifié que l'ambiguïté des Russes avec le modèle occidental capitaliste leur permettait d'avoir un pont d'entrée et d'éventuellement croire que dans leur jusqu'au boutisme, éventuellement en ciblant une centrale nucléaire, en faisant dégénérer le conflit, ils ont une possibilité d'avoir gain de cause. Non, militairement, ils n'ont aucune possibilité de gagner cette guerre. Aucune possibilité. Donc c'est juste du détournement de fonds en sachant que ça ne marchera pas. Oui, il y a plusieurs. Encore une fois, il n'y a jamais de monocausalité. Il y a plusieurs choses. Il y a une crise profonde au sein de l'hégémon américain, donc qui a changé son paradigme, comme je l'ai dit, le nouvel axe du mal, Iran, Chine, Russie. Il y a effectivement à côté de ça des lobbies très puissants, comme le lobby de l'armement, qui en profite pour s'en mettre plein les poches. Et puis, il y a toute une classe politique occidentale qui vit sur la bête, notamment l'Union européenne. L'Union européenne fait vivre une quantité incroyable de parasites, de hauts fonctionnaires européens, de fonctionnaires européens, de députés européens, de commissaires européens. Et tous ces gens-là tremblent parce qu'ils voient que la défaite militaire pourrait très bien devenir une défaite politique globale. Et donc, eux, oui, ils ont toutes les raisons de vouloir se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens. Mais le problème, c'est qu'ils ne vivent pas dans le même monde qu'en 1914 ou 1939, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays européen qui enverra des soldats mourir pour Kiev. Vous croyez? Parce que la France a déjà envoyé des légionnaires. Non, on a envoyé, oui, des instructeurs pour les systèmes de tir, etc. Mais on enverra. On n'a même pas les moyens. On a 1000 hommes. On a 1000 hommes en Roumanie. On a 1000 hommes en Roumanie. Comment? Ils se sont fait passer à Slaviansk, là, les légionnaires. Mais c'est pas les forces officielles, ça doit être des volontaires ou des instructeurs, mais ça, c'est pas une intervention officielle de la France. On a envoyé 1000 hommes en Roumanie depuis le mois de mars 2022, je crois. On n'arrive même pas à les maintenir. C'est l'enfer, là-bas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je crois que Macron est assez barré pour envoyer des hommes. Mais même s'il envoyait des troupes au sol, ça ne changerait pas. Ça changerait rien. La Russie a gagné la guerre le 24 février. Plus tôt on l'admettra, moins il y aura d'Ukrainiens qui mourront. Comment vous expliquez que les militaires qui ne peuvent pas savoir que c'est vous à l'échec? Moi, j'ai des conversations de militaires français qui disent qu'ils ne peuvent rien faire. Mais comment ça se fait qu'ils acceptent cet ordre d'aller servir de chair à canon pour remplacer les Ukrainiens? Disons qu'ils ne servent pas de chair à canon, ils y vont comme instructeurs, ils ne sont pas là pour donner l'assaut. Donc, si vous voulez, on a livré des systèmes d'armes comme les systèmes antiaériens où il faut des spécialistes. Si Macron dit ce qu'il fait.
C'est-à-dire d'envoyer des légionnaires à Odessa ou en Moldavie, comme là, ils sont en train de le faire, ou à Slaviansk. On verra quand il donnera l'ordre, si jamais les officiers exécutent les ordres. Mais, enfin, je veux dire, je ne vois pas trop l'intérêt de discuter sur… Et le fait que… Est-ce que pour vous, quand même, Macron, c'est un agent quand même très anglo-saxon, très pro-américain? C'est un satrape. C'est un satrape, c'est-à-dire la France est un État esclave. Oui. Les Américains disent slave state, c'est un slave state, il obéit aux ordres. Donc, pour vous, quand Macron parle de déporter le nucléaire militaire français pour l'Europe, en fait, quand on pense Europe, c'est les États-Unis, c'est l'OTAN. Ah oui, c'est l'agenda de Washington, c'est-à-dire le droit de veto à l'ONU et l'arme nucléaire. C'est qui est hors de… Parce que l'arme nucléaire anglaise est sous contrôle américain. Mais l'arme nucléaire France, grâce au général de Gaulle, depuis, on a notre… Et si vous voulez, il faut voir une chose, c'est que c'est grâce à l'arme nucléaire aujourd'hui qu'on n'a pas de guerre mondiale. Parce que si jamais Washington ne risquait pas d'être détruit par un tir de missile nucléaire russe, ils auraient envoyé les Européens faire la guerre aux Russes depuis longtemps. Ça, c'est évident. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible à cause de l'arme. Donc l'arme nucléaire est un problème pour Washington. Parce que c'est encore… la France est un État esclave, mais pas suffisamment encore. Il faut détruire son complexe militaro-industriel. Donc, c'était le travail notamment sur Alstom, puisque c'est tout ce qui est turbine. C'est non seulement la souveraineté énergétique, mais c'est également la propulsion des bateaux. Enfin, c'était une technologie extrêmement… Il y a très peu de pays qui maîtrisent ces technologies-là. Donc, il faut détruire notre souveraineté énergétique, détruire notre souveraineté militaire. Et Macron le fait très bien. Très, très bien. Donc, c'est un agent infiltré pour l'étranger. Oui, je pense que c'est même pas un agent, je veux dire, c'est un satrape. Il a été nommé là pour mettre le pays en coupe réglée. Et on est sous occupation. C'est moins évident qu'en 1940, mais on est en fait, on a un gouvernement d'occupation avec une vie politique grotesque. De partis qui en fait se partagent un gâteau et qui n'ont aucun projet politique pour la France. Bon, alors ça, on en finit avec le côté occidental. De l'autre côté, l'armée russe a appliqué une stratégie patiente et mesurée qui prend en compte le moindre dégâts, au point de vue des populations. C'est-à-dire qu'ils font attention à ne pas faire comme les Américains avec le carpet bombing en Irak, c'est-à-dire à respecter les populations le plus possible. Là, on a vu Poutine qui disait, par exemple, on n'a pas attaqué en hiver les centrales électriques pour pas que les gens se soient retrouvés coupés d'électricité de chauffage en hiver. Donc on a une stratégie russe qui se cantonne à ce qu'elle a dit, c'est-à-dire l'est de l'Ukraine, avec les populations russophones. Ils prennent plus si les autres font des erreurs, éventuellement, parce que Poutine a quand même proposé un accord de s'arrêter au Dniepr, mais Poutine a proposé un accord que Macron a refusé, c'est-à-dire d'utiliser le Dniepr comme frontière. C'était avantageux pour l'Ukraine, mais ils n'ont même pas accepté. Donc du coup, ça va se prolonger jusqu'à éventuellement la prise d'Odessa. Mais on voit bien que les Russes ont une stratégie qui est beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus humaine que le côté occidental qui n'a aucune règle. Déjà, il faut voir une chose, c'est que la Russie considère l'Ukraine comme une terre russe. Donc, vous n'allez pas détruire… si vous voulez, sur les 10 grandes villes ukrainiennes, il n'y en a que 2 qui n'ont pas été construites par les Russes. C'est Kiev, forcément, et Lvov. Voilà. Toutes les autres, en fait, ont été construites par l'Empire russe. Odessa, bien sûr, par la Grande Catherine et le duc de Richelieu, Mariupol, Donetsk, Krivoy Rog, Kharkov. Alors, Kharkov, c'est un peu plus ancien, mais c'était également les Russes. Donc, toutes ces villes-là, en fait, sont nées de la Russie. Donc, la Russie ne va pas détruire ses propres villes. Et c'est pour ça que Kharkov ou Kiev ne ressemblent pas à Gaza. Les Russes pourraient faire à Kiev ce que les Israéliens ont fait à Gaza, sans aucun problème. Mais ils considèrent que c'est une ville russe, habitée par des Russes. Donc évidemment que c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux infrastructures de transport, aux infrastructures énergétiques. Comme vous l'avez dit, ils ont attendu la fin de l'hiver avant de mettre un grand coup sur l'infrastructure énergétique. Et pour détruire en fait la capacité militaro-industrielle ukrainienne, de réparer les ateliers, de produire des armements, etc. Et voilà, il faut voir aussi que beaucoup de ces villes seront intégrées à la Russie à la fin de l'opération militaire spéciale, notamment, moi je pense que Kharkov, Nikolaïev, Krivoy Rog,
sans doute Dniepropetrovsk, Zaporozhye, c'est certain, Kherson de nouveau, et puis Odessa seront intégrés à l'Empire russe. Donc il faut que ça se passe bien. Si les Russes transforment en tapis de bombe et rasent la ville, évidemment que les gens ne seront pas contents. Et voilà. Et au contraire, je pense que la patience et la modération de la Russie fera que le retour de ces villes russes au sein de la Fédération de Russie se passera bien. D'accord. Donc, pour vous, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter au Donbass, à l'est du Non, 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 non. Non, bah, déjà, du point de vue de la constitution russe, maintenant, les régions de Kherson et de Zaporozhye font partie de la fédération. Donc, Zaporozhye, il manque 30%, dont la capitale de la région, Zaporozhye. Et Kherson, pareil, il manque en gros 30%. Oui, mais ils n'iront pas jusqu'à Kiev, parce que Kiev, c'est quand même pas des populations très russophones. Ils sont quand même. Kiev est une ville russophone, contrairement à ce qu'ils racontent. Moi, la dernière fois que j'étais à Kiev, c'était en avril 2014, juste après Maïdan. Même sur Maïdan, tout le monde parlait russe. D'accord. On ne parle ukrainien que sous la contrainte. Donc, alors maintenant, la contrainte, elle s'exerce depuis 10 ans, donc sans doute que les gens ont pris un peu l'habitude. Mais globalement, si jamais vous n'avez plus de contrainte, les gens vont tous se remettre à parler russe, sauf peut-être dans l'ouest de l'Ukraine. Bon, alors deux derniers points très brefs. On a vu que Poutine avait promis au Premier ministre israélien de ne pas toucher à Zelensky. Bon, après, une fois que Zelensky a eu vent de l'affaire, il s'est vanté de ne pas avoir peur. Bon, il va dire que... C'est Bennett, Naftali Bennett. Absolument. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une ambiguïté parce que est-ce que l'élimination, c'est pas quelque chose que je recommande, mais je sais que les Occidentaux passent leur temps à fomenter des plans pour éliminer Poutine. Est-ce que l'élimination de Zelensky aurait entraîné la fin de la guerre? Qu'est-ce qui se serait passé si les Zelensky... Au contraire, ça en aurait fait un héros. Ils auraient pris le prétexte pour mettre un général quelconque. Non, là, aujourd'hui, pour les Russes, il vaut mieux que Zelensky reste en vie. Parce qu'en plus, ça va être un président illégal dans une vingtaine de jours. Je crois que c'est le 21 mai où son mandat se termine. Il n'a pas fait d'élection. Donc en fait, là, pour les Russes, il est même, c'est l'homme idéal. Non, c'est et encore une fois, pour mettre un satrape, c'est pas difficile. Hein. Vous prenez Zelensky, ils vont se précipiter au portillon pour prendre sa place. Bon, vous ne trouvez pas que Poutine est ambigu avec Israël et avec la communauté juive, c'est-à-dire très accommodant? C'est-à-dire qu'il y a une grosse communauté juive en Russie qui, dans son ensemble, soutient la Russie. Vous avez par exemple le présentateur le plus connu, c'est Solovyov, donc qui est tout le temps attaqué d'ailleurs dans les médias français parce qu'il fait des déclarations un peu à l'emporte. Après, il a beaucoup de second degré, voire du troisième degré. On a des degré. médias français antisémites. Voilà, non mais voilà, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Donc dans l'ensemble, la communauté juive russe, elle est loyale vis-à-vis de la Russie. Et surtout, et vous avez même également une communauté juive ukrainienne qui est très inquiète parce qu'ils se disent que quand la guerre sera définitivement perdue, quand ce sera acté, dans la mesure où le président est juif, tous ces bataillons néo-nazis, bandéristes, qui ont mis leur antisémitisme de côté parce qu'ils ne sont pas stupides et qui se rendent compte que s'ils veulent l'aide de l'Occident et de l'OTAN, ils sont obligés de faire des concessions sur leur idéologie, et bien là, ils vont chercher le coupable. Et dans ces régions-là, quand un pogrom s'organise, je vous laisse deviner sur qui ça va tomber. Et donc ça, les juifs ukrainiens le savent et en sont très inquiets. Ça, je le sais. Et eux attendront l'armée russe avec impatience, un peu comme un peu à la fin de la guerre, quand en Alsace-Lorraine, quand les rouges allemands ont commencé à se soulever, les Lorrains et les Alsaciens étaient pressés de voir arriver l'armée française pour mettre de l'ordre. Oui. Bon. Ce sera à peu près la même chose. Alors, pour conclure, et déjà, je vous remercie d'avoir accordé autant de temps, on va conclure sur la pérennité de Poutine, parce que c'est bien, on va dire, Poutine, il fait, même si moi je le considère comme un mondialiste, et par contre c'est un mondialiste multipolaire, pas unipolaire, donc il est en contraste avec l'Occident. Ça ne fonctionne, ce que met en place Poutine, que s'il est capable de créer dans le temps des générations qui feront mieux que lui en politique. Quelle est, selon vous, la perspective dans le temps que va créer Poutine au niveau... Est-ce qu'il a une pérennité politique dans le temps? Est-ce qu'il y a... le flambeau peut être repris par des gens qui font mieux que lui? Ou est-ce que ça va s'effondrer dans le temps parce que les Russes ne sont pas au niveau C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, il a prévu quelque chose. D'ailleurs, il a lancé ce qu'on appelle le programme présidentiel, qui est chargé de former la nouvelle génération de hauts fonctionnaires.
C'est des gens que j'ai rencontrés, notamment dans l'extrême-orient russe. Il y a un jeune ministre du développement d'Arctique et de l'extrême-orient qui s'appelle Alexei Chikunkov, que j'ai interviewé à 2 reprises, qui est tout simplement brillant, génial, patriote, bien formé. Tout autour de lui, il y a des gouverneurs adjoints qui sont très jeunes. Le gouverneur adjoint, j'ai interviewé le gouverneur adjoint de la région de l'Amour. C'est comme une région qui fait 5 fois la France, vous voyez. Lui, connaissant parfaitement ses dossiers, extrêmement compétent, brillant, linguiste, parle tous des langues étrangères, notamment français. D'ailleurs, Chikunkov, je l'interviewe en français. Il parle chinois également. Beaucoup de ceux qui d'ailleurs travaillent dans cette région-là se sont mis au chinois ou à des langues asiatiques pour pouvoir développer le pays en coopération avec leurs voisins. Donc oui, cette classe, elle existe. Il y a des technocrates au sens positif du terme, c'est-à-dire que vous voyez, en France, on nomme les ministres pour remercier ceux qui vous ont soutenu. En l'occurrence, Darmanin et Le Maire, c'est pour les remercier d'avoir trahi le parti d'où ils venaient. Donc leur vertu, c'est d'avoir été des traîtres. Et pas du tout d'être compétent, puisque le maire était à l'agriculture, il est passé à l'économie, demain il sera peut-être à l'éducation, et sur le lendemain au ministère de la Culture, tout devient, ou la jeunesse et les sports, pourquoi pas, tout devient possible. Et donc en Russie, c'est pas du tout le cas. Vous avez des professionnels. Mishustin, le Premier ministre, il s'occupe d'administrer le gouvernement, il fait pas de politique. Mantourov, le ministre des Finances, c'est pareil. Le ministre de l'Industrie, du Développement économique, c'est pareil. Vous avez toute une génération de jeunes hommes politiques, de hauts fonctionnaires extrêmement compétents et qui sont des techniciens. Et c'est pour ça que la Russie, économiquement, cartonne dans tous les sens. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Le vice-premier ministre chargé de l'énergie, j'ai oublié son nom, Kovac. Kovac, vous l'écoutez parler de charbon, de pétrole, de gaz, c'est un pro de l'énergie. C'est pas Bruno Le Maire. Donc voilà, donc je pense que oui, cette génération-là, elle est prête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Poutine, dans son discours programme devant le Congrès, juste avant l'élection présidentielle, il a dit que les gens qui dirigeaient la Russie dans les années 90 n'étaient pas des élites, c'était des fausses élites. Ceux qui devaient diriger la Russie, c'est ceux qui donnent leur vie pour la patrie. Et donc, il a prévu un programme de formation pour les officiers, les sous-officiers donc qui ont combattu, pour en faire des cadres, les futurs cadres de la nation. C'est-à-dire que, pour paraphraser, j'ai plusieurs fois paraphrasé Ernst Jünger, vous savez, Ernst Jünger, dans Sturm, disait la guerre est notre mère, elle nous a enfantés dans la matrice brûlante des tranchées, nouvelle race que nous sommes. Et on peut dire que oui, l'opération militaire spéciale est une matrice qui a enfanté la nouvelle classe dirigeante russe dans la matrice brûlante des tranchées, même s'il n'y a pas beaucoup de tranchées. Enfin si, l'été dernier, il y en a eu. Donc pour vous, en réalité, sur le bénéfice que va porter la route de la soie, les générations de Russes sauront totalement s'y accoler de manière compétente. Bah, tout à fait, c'est aussi l'avantage des sanctions, c'est-à-dire que les Russes étaient très axés depuis le début sur le projet de nouvelle route de la soie, mais maintenant, en plus, ils n'ont même plus le choix. Donc, et puis eux, ça leur va parce qu'ils créent des axes. La route de la soie, c'est un axe en gros qui part de la Chine, qui va jusqu'à l'Europe, même plus loin avec les nouvelles routes de la soie. Mais il y a des axes transversaux qui sont en train de se construire. Il y a eu une rencontre du président Azeri Aliyev avec Vladimir Poutine la semaine dernière. Et en fait, il y a de quoi il est question de l'axe Volga, ce qu'on appelle l'axe Volga-Caspienne, c'est-à-dire un axe commercial qui partira de Saint-Pétersbourg, qui descendra le long de la Volga jusqu'à la Caspienne, qui passera soit par la Caspienne, soit par l'Iran, soit par l'Azerbaïdjan, et qui arrivera en mer d'Arabie, et qui ensuite après se poursuivra par la mer jusqu'à l'Inde, etc. Donc le monde est en train de changer profondément, les axes commerciaux sont en train de changer. L'approche asiatique, une approche fondée sur le compromis, l'emporte petit à petit sur l'approche occidentale dégénérée qui est agressive, qui veut la soumission totale de l'adversaire et non pas trouver un compromis qui bénéficie à tout le monde. Donc je pense qu'on va vers un siècle asiatique qui sera fait de compromis. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère juste en conclusion que les Russes sont conscients que plus ils coupent les ponts à l'Occident et plus leur situation va s'améliorer. Je pense qu'ils n'attendent plus rien de l'Occident. Ils n'attendent plus rien de l'Occident. Non, ils se considèrent comme Européens, mais ils n'attendent plus rien de l'Occident. Y compris les populations ? Oui.
Oui, Okay. je crois que là, c'est. Et il faut voir une chose. Moi, quand je suis arrivé en Russie en 2020, j'avais l'impression d'arriver dans un pays du tiers-monde blanc, mais un pays du tiers-monde. L'aéroport à l'époque, les infrastructures. Et puis, le changement a été magistral ces 25 dernières années. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand je vais en France, j'arrive dans le tiers-monde. Surtout que maintenant, j'atterris à Charles de Gaulle 1, je peux vous dire que c'est mal organisé, c'est le bazar. En plus, moi, je suis fichier S, donc j'ai le droit à la totale. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que j'arrive dans une république bananière où rien ne fonctionne, où en plus, comme je suis un opposant politique, je me fais fliquer. Donc c'est la totale. Et le Russe de base qui va visiter Paris, Berlin, il fait le même constat. Ils disent finalement, c'est quand même mieux chez nous. Donc en fait, on n'a rien à leur envier, ils n'ont rien à nous apporter. Et à la limite, je préfère Singapour parce que c'est propre et que c'est sécure, hein. C'est sécurisé. C'est le même effet en Chine aujourd'hui quand on va en Chine. C'est exactement. Il paraît qu'à Pékin, c'est incroyable. Voilà. Donc ce que voient les Russes, c'est que Moscou, c'est une ville de 23 millions d'habitants qui fonctionne parfaitement, alors que Paris et sa banlieue, ça fait 22 millions d'habitants et il n'y a rien qui fonctionne. Et que ce n'est pas sécurisé et que les Jeux Olympiques vont sans doute être une humiliation mondiale pour nous. Donc il faut bien se rendre compte, c'est aussi pour ça que, on peut finir là-dessus, mais il y a eu en 2019 la Rand Corporation, donc il y a un think tank très anti-russe qui soutient la vision hégémonique américaine. Ils ont produit un rapport qui s'appelle comment contrebalancer la Russie. Et parmi les recommandations, il faut arrêter de les faire participer aux activités sportives internationales. Parce qu'ils ont eu les Jeux Olympiques de Sochi, où c'était magnifiquement organisé, un sans faute. Le pire, ça a été, pour eux, je veux dire, pour les Gémons, ça a été le championnat du monde de foot en 2018. Des aéroports magnifiques, tout organisé, des gens souriants, des volontaires souriants, zéro insécurité. Et donc, pour la Rand Corporation, ça, c'est inadmissible. Il faut non seulement que les Russes ne soient plus autorisés à organiser des jeux internationaux, mais en plus, il faut que leurs sportifs soient interdits d'y aller pour que le prestige de la Russie soit amoindri. Et nous, en fait, ce qui va nous arriver à nous, c'est que le monde entier va voir la misère. Mais ça, c'est positif pour les Russes, parce que plus ils vont se couper de l'Occident, et plus ça saigniront. Oui, incontestablement. Je suis d'accord avec ça. Même si en tant que Français, je suis triste, il faut qu'ils prennent leur distance avec nous, parce qu'on n'a rien de bon à leur apporter. Et voilà, qu'ils sachent qu'au fond d'eux, les Français sont russophiles, ça c'est incontestable. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui me suivent sur Internet, notamment. Mais pour l'instant, la France, en tant que structure politique, est quelque chose de dangereux qu'il faut éviter. La société est loin d'être un modèle, au contraire, les lobbies qui nous dirigent font du mal à notre population. Donc voilà, les Russes doivent éviter ça. Bon, eh ben, écoutez, Xavier Moreau, merci pour le temps que vous nous... Merci à vous. 2 heures d'interview, hein. Donc je vais monter ça et puis ça sera disponible sur la chaîne très rapidement. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, merci. Peut-être à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, Xavier.